Je n'oublierai jamais cette nuit du 15 mars où Claire m'a téléphoné à 3 heures du matin, la voix tremblante d'une terreur que je n'avais jamais entendue chez elle. « Marc, ils parlent de moi. À travers les murs, ils savent tout », murmurait-elle dans le combiné, alors que je tentais désespérément de la rassurer depuis mon appartement parisien. Claire Moncler, héritière de l'empire textile familial, venait de finaliser un divorce retentissant qui avait défrayé la chronique mondaine pendant des mois. Son ex-mari, le richissime industriel Philippe Dartois, n'avait pas supporté qu'elle révèle publiquement ses liaisons avec de jeunes mannequins masculins lors de leur séjour à Monaco. Cette femme de 42 ans, qui avait grandi dans les salons dorés du 16e arrondissement, se retrouvait seule dans son somptueux penthouse de l'avenue Foch, entourée de ses toiles de Monet et de ses bijoux Cartier, mais rongée par une angoisse inexplicable. Ils connaissent mes habitudes, mes horaires au spa, mes rendez-vous chez le coiffeur. « Comment est-ce possible, Marc ?» répétait-elle, tandis que j'entendais en arrière-plan le bruit feutré de ses pas sur le parquet de marqueterie de son salon. Sa respiration saccadée me glaçait le sang. 3 jours plus tard, Claire s'évaporait dans la nature, laissant derrière elle un mystère qui allait bouleverser ma vie et révéler les dessous les plus sombres de l'aristocratie française. Je m'appelle Marc Delacroix, et j'étais le confident le plus proche de Claire Moncler depuis nos études à Sciences Po. Pendant 20 ans, j'ai été témoin de son ascension dans les cercles les plus fermés de la haute société parisienne, de ses triomphes dans les galas de charité au scandale de son mariage tumultueux. Claire n'était pas seulement une amie, elle était ma sœur de cœur, celle qui connaissait tous mes secrets et à qui je confiais les miens. Lorsqu'elle a disparu ce matin de mars 2024, j'ai compris que sa disparition n'était pas le fruit du hasard. Dans ce monde de privilèges où nous évoluons, où les fortunes se bâtissent sur des secrets et où le pouvoir s'exerce dans l'ombre, rien n'arrive jamais par accident. Les Moncler, les Dartois, les de Rothschild, tous ces noms qui font trembler les salles de marché cachent des vérités terrifiantes. Aujourd'hui, je brise le silence. Non pas par vengeance, mais parce que Claire mérite que sa vérité soit enfin révélée. Ce que vous allez découvrir va vous choquer, vous émouvoir, et peut-être même vous terrifier. Car derrière les dorures et le champagne se cachent des abîmes que peu osent regarder en face. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le mardi 12 mars 2024, j'ai déjeuné avec Claire au Bristol, comme nous le faisions chaque mois depuis son divorce. Elle portait ce jour-là un tailleur Chanel rose poudré qui rehaussait l'éclat de ses yeux verts, mais quelque chose dans son regard avait changé. Ses mains tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle portait sa flûte de champagne Dom Pérignon à ses lèvres. « Marc, j'ai l'impression d'être observé », m'avait-elle confié en jetant des coups d'œil nerveux vers les tables voisines où déjeunaient d'autres membres de notre cercle mondain. Hier, au Ritz pendant ma séance de massage, j'ai eu la sensation que quelqu'un écoutait derrière la porte. Et ce matin, mon chauffeur habituel avait été remplacé sans préavis. Je me souviens avoir tenté de la rassurer, évoquant le stress post-divorce et l'adaptation à sa nouvelle vie de célibataire. Mais Claire secouait la tête avec une détermination qui m'inquiétait. « Non, ce n'est pas dans ma tête. Philippe a des connexions partout, tu le sais bien. Sa famille contrôle la moitié des entreprises de sécurité privée de Paris. » Ce même soir, elle m'avait envoyé un message depuis son appartement. Les voix ont recommencé. Elle parle de moi comme si j'étais déjà morte. Quand j'ai tenté de la rappeler immédiatement, son téléphone sonnait dans le vide. Cela n'avait rien d'inhabituel chez Claire, qui éteignait souvent son portable pour se plonger dans ses bains aux huiles essentielles. Le lendemain matin, sa femme de ménage, Madame Rodriguez, l'avait trouvée dans un état de prostration totale, assise sur son lit king size en soie sauvage, les yeux rivés sur le mur de sa chambre. Madame Claire, elle ne bougeait plus, elle fixait le mur comme si elle voyait quelque chose d'horrible, m'avait raconté plus tard cette femme qui travaillait pour la famille depuis 15 ans. Claire avait passé cette journée à arpenter son appartement de 400 mètres carrés, allant de son dressing au placard Hermès à sa bibliothèque remplie de premières éditions. Selon Madame Rodriguez, elle murmurait constamment des phrases incompréhensibles, s'arrêtant parfois net pour coller son oreille contre les murs lambrissés de chêne. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, elle avait appelé son avocat, Maître Dubois, pour modifier son testament. Une demande si urgente et si inhabituelle que l'homme de loi avait d'abord refusé avant d'accepter devant l'insistance hystérique de sa cliente. Elle voulait léguer une partie de sa fortune à des œuvres caritatives inconnues, m'avait-il confié plus tard sous le sceau du secret professionnel. Le matin du 15 mars, sa dernière journée, Claire avait annulé tous ses rendez-vous. Sa séance chez son psychanalyste de Neuilly, son cours de piano avec le maestro italien qu'elle payait 200 € de l'heure, et même son rendez-vous hebdomadaire chez Carita pour son brushing. Ces annulations simultanées avaient alerté ses proches, car Claire n'avait jamais dérogé à ses rituels de beauté en 20 ans. Vers midi, elle était sortie pour la dernière fois de son immeuble haussmannien. Le concierge, M. Petit, se souvenait parfaitement de sa tenue.
un manteau en vison blanc de chez Fendi et ses escarpins Louboutin vernis noir. Elle portait son sac Kelly d'Hermès et ses lunettes de soleil Dior, mais son visage était d'une pâleur cadavérique. Elle m'a dit « Au revoir, monsieur Petit », au lieu de « À bientôt », comme d'habitude, m'avait rapporté le concierge les larmes aux yeux. Et elle m'a serré la main, ce qu'elle n'avait jamais fait en 10 ans. J'aurais dû comprendre que c'était un adieu. Ce furent les derniers mots de Claire Moncler. 3 jours après la disparition de Claire, j'ai pris l'initiative de fouiller son appartement avec l'accord de sa sœur aînée, Isabelle de Moncler-Beaumont. Ce que j'ai découvert dans son bureau Louis XV m'a glacé le sang. Un dossier caché derrière un faux fond du tiroir secret, contenant des photos compromettantes et des documents qui révélaient l'étendue des activités illégales de son ex-mari. Philippe Dartois ne se contentait pas de ses affaires textiles légales. Les preuves étaient accablantes. Factures de sociétés écrans basées aux îles Caïmans, correspondances avec des ministres africains pour des contrats d'armement, et surtout, des photos de lui en compagnie de très jeunes femmes dans sa villa de Saint-Tropez. Claire avait constitué un véritable arsenal juridique contre lui. Mais le plus choquant restait à venir. Dans une enveloppe marquée « Pour Marc », s'il m'arrive quelque chose, Claire avait glissé une clé USB contenant des enregistrements audio datant de leurs dernières années de mariage. Sa voix tremblante y révélait les menaces répétées de Philippe. « Si tu parles, tu disparaîtras comme les autres qui ont voulu me nuire. » Les autres, en question, j'ai rapidement compris de qui il s'agissait. Sandrine Moreau, la jeune comptable qui avait découvert les détournements de fonds en 2020, retrouvée noyée dans la Seine 2 semaines après avoir menacé de tout révéler. Thomas Villain, le journaliste d'investigation qui enquêtait sur les connexions de Dartois avec des réseaux de prostitution de luxe, décédé dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Claire avait également consigné dans un carnet personnel, relié en cuir rouge, ses soupçons sur le réseau d'influence de son ex-mari. Des noms prestigieux y figuraient, un juge de la Cour de cassation, 2 députés de la majorité présidentielle, le directeur d'une grande banque française et même un proche conseiller de l'Élysée. Tous unis par leur participation aux soirées privées de Dartois dans son château de Sologne. Ces soirées, selon les notes détaillées de Claire, n'avaient rien de mondain. Orgies impliquant des mineurs, chantage photographique, corruption de magistrats, un véritable système mafieux orchestré par Philippe depuis des années, utilisant sa fortune et ses connexions pour maintenir l'omerta autour de ses crimes. Le plus troublant était la découverte d'un contrat signé entre Philippe et une société de sécurité privée basée en Suisse, Blackwater Europe, dirigée par d'anciens agents des services secrets français. Le contrat portait sur la surveillance discrète et la neutralisation si nécessaire de menaces potentielles. Le nom de Claire figurait sur la liste des cibles prioritaires. J'ai également trouvé des relevés bancaires prouvant que Claire avait retiré, dans les semaines précédant sa disparition, plus de 500 000 € en espèces de différents comptes. Elle préparait visiblement une fuite, mais quelque chose avait mal tourné. Ces dernières transactions montraient des virements vers des comptes anonymes en Suisse et aux Bahamas. Dans son smartphone, que la police n'avait curieusement pas saisi lors de la première enquête, j'ai découvert des messages échangés avec un certain A. Volkov, présenté comme un ami russe, capable de l'aider à disparaître définitivement si nécessaire. Les derniers échanges dataient du 14 mars, la veille de sa disparition. Le plus glaçant restait une note manuscrite glissée dans son exemplaire de « L'étranger » de Camus. Ils savent que je sais. Les voix dans les murs ne sont pas dans ma tête. Philippe a fait installer un système d'écoute dans tout l'immeuble. Il connaît mes moindres faits et gestes. Si tu lis ceci, Marc, c'est que son plan a fonctionné. Ne me cherche pas, venge-moi. Ma quête de vérité m'a mené dans les méandres du pouvoir parisien, là où l'argent et l'influence tissent des liens plus forts que le sang. Philippe Dartois n'était pas seulement un industriel prospère, il était le pivot d'un réseau tentaculaire qui s'étendait des ministères aux palaces, des salles de marché aux alcôves des puissants. Mon premier contact fut Alain de Kergolay, ancien ambassadeur et ami de longue date de la famille Moncler. Dans son bureau feutré du quai d'Orsay, il m'avait reçu avec la gravité d'un confesseur. « Philippe Dartois possède des dossiers sur la moitié du gouvernement », m'avait-il murmuré, en jetant des regards inquiets vers la porte. Il connaît les liaisons extramatrimales, les comptes offshore, les postes de vin. C'est un maître chanteur de génie. J'ai appris que les soirées du château de Sologne n'étaient pas seulement des orgies, mais de véritables opérations de renseignement. Dartois y attirait ses invités avec les plaisirs les plus raffinés. Caviar beluga à 5 000 € le kilo, champagne Krug millésimé, cocaïne pure d'Amérique du Sud, et surtout de très jeunes femmes recrutées dans les pays de l'Est par ses associés russes. Chaque chambre du château était truffée de caméras invisibles et de micros ultra sophistiqués. Les images et enregistrements étaient ensuite stockés dans des coffres-forts suisses, constituant un trésor de guerre inestimable.
Un ministre des Finances avec une mineure de 16 ans, un PDG du CAC 40 sniffant de la cocaïne sur le corps d'une prostituée, Dartois possédait de quoi faire tomber la République. Claire avait découvert ce système par hasard en tombant sur des DVD compromettants dans le bureau de son mari. Sa réaction avait été d'abord l'incrédulité, puis la révulsion, et enfin la peur. Elle avait compris qu'elle vivait avec un monstre qui tenait la France entière en otage. Selon mes sources au sein de la police judiciaire, l'enquête sur la disparition de Claire avait été rapidement étouffée par des pressions venues d'en haut. Le commissaire divisionnaire chargé de l'affaire, François Moreau, avait reçu un appel direct du ministère de l'Intérieur lui intimant l'ordre de classer le dossier comme « fuite volontaire sans circonstances suspectes ». J'ai rencontré secrètement ce commissaire dans un café anonyme de Belleville. L'homme était rongé par les remords. On m'a interdit de fouiller l'appartement de Dartois, d'interroger ses proches, même d'écouter ses téléphones. Un juge d'instruction était prêt à ouvrir une information judiciaire. Il s'est mystérieusement rétracté après un week-end à Deauville. Le juge en question, Henri Beaumont, avait subitement changé de jurisprudence sur plusieurs affaires impliquant des personnalités proches de Dartois. Coïncidence troublante, il venait d'acquérir une magnifique propriété en Normandie d'une valeur de 3 millions d'euros, payé comptant malgré un salaire de magistrat de 8 000 € mensuels. Plus troublant encore, j'ai découvert que la société de sécurité Blackwater Europe, qui surveillait Claire, était dirigée par Alexandre Petrov, ancien agent du FSB reconverti dans l'espionnage industriel. Ses méthodes étaient réputées radicales. Chantage, intimidation et, si nécessaire, accident, soigneusement orchestrés. Le cercle se refermait autour de Claire bien avant sa disparition. Ses communications étaient interceptées, ses déplacements filés, sa femme de ménage probablement retournée. Elle évoluait dans une prison dorée où chaque geste était épié, chaque parole analysée, chaque intention scrutée par les sbires de celui qui avait juré de la détruire. Déterminé à découvrir la vérité sur le sort de Claire, j'ai entrepris ma propre enquête, malgré les dangers évidents. Ma première piste m'a mené vers Genève, où j'avais rendez-vous avec Anna Kozlova, une ancienne employée de Blackwater Europe, qui avait accepté de témoigner anonymement contre son ancien employeur en échange d'une protection rapprochée. Dans un hôtel discret du quartier des Paquis, cette femme de 35 ans, aux cheveux platines et au regard hanté, m'a révélé l'existence d'un département spécial au sein de la société de Petrov. Nous appelions ça le service de nettoyage, m'a-t-elle confié en fumant nerveusement des cigarettes russes. Quand quelqu'un devenait trop encombrant, nous recevions l'ordre de le faire disparaître proprement. Selon Anna, Claire figurait sur la liste rouge depuis son divorce. Petrov avait reçu 500 000 € pour s'occuper d'elle. Pas forcément la tuer, mais la faire taire définitivement. Nous avions plusieurs options, faux suicide, overdose simulée, accident de voiture, ou disparition totale avec nouvelle identité forcée. Mon sang s'est glacé en entendant ces mots prononcés avec un détachement clinique. La jeune femme m'a également révélé l'existence d'une clinique psychiatrique privée près de Moscou, où Dartois envoyait ses problèmes les plus sensibles. Des gens riches et gênants y disparaissent officiellement pour dépression nerveuse, mais en réalité, ils sont drogués, lobotomisés et gardés prisonniers jusqu'à leur mort naturelle, a-t-elle précisé en me montrant des photos satellites de l'établissement. De retour à Paris, j'ai tenté d'approcher Maître Catherine Lemoine, l'avocate qui représentait Claire dans sa procédure de divorce. Son assistante m'a d'abord éconduit poliment, puis plus fermement. Finalement, j'ai appris que Maître Lemoine avait subitement fermé son cabinet et quitté la France pour s'installer aux États-Unis, pour des raisons familiales, selon le barreau de Paris. Mes soupçons se sont confirmés quand j'ai découvert que le cabinet Lemoine avait reçu, 2 semaines avant la disparition de Claire, un virement de 200 000 € depuis un compte offshore. L'avocate avait probablement été achetée ou intimidée pour abandonner sa cliente au moment crucial où celle-ci en avait le plus besoin. J'ai également tenté de retrouver Avolkov, le mystérieux contact russe de Claire. Mes recherches m'ont mené vers le milieu des oligarques en exil à Londres et Paris. Volkov était en réalité Alexei Volkonsky, ancien agent du GRU devenu spécialiste des exfiltrations clandestines pour clients fortunés. Il proposait des nouvelles vies complètes, faux papiers, chirurgie esthétique et réinstallation dans des pays sans extradition. Quand j'ai finalement réussi à le joindre par téléphone via un intermédiaire, Volkonsky a refusé de me rencontrer. « Votre ami a voulu changer d'avis au dernier moment », m'a-t-il simplement déclaré avec son accent slave prononcé. Elle avait peur de laisser sa famille. C'est ce qu'il a perdu. Quand on veut disparaître de Dartois, on ne peut pas hésiter. Et ma dernière piste concernait le fameux appartement de Claire et les voix dans les murs qu'elle entendait. Un expert en contre-espionnage, Jean-Michel Dubois, ancien de la DGSE, a accepté d'examiner discrètement les lieux. Son diagnostic fut sans appel. L'immeuble entier est truffé de micros ultra perfectionnés. Quelqu'un a investi au moins 100 000 € pour surveiller tous les appartements. Le plus terrifiant était la découverte d'un système de diffusion sonore capable de projeter des voix directement dans les murs,
créant l'illusion de conversations fantômes. Claire n'avait pas halluciné, on lui faisait entendre délibérément des discussions sur sa future disparition dans le but de la terroriser psychologiquement avant de passer à l'acte. Une torture mentale d'une cruauté inouïe. Après 6 mois d'enquête acharnée, la vérité sur le sort de Claire a commencé à se dessiner dans toute son horreur. Mes dernières découvertes provenaient d'une source inattendue. Igor Petrov, le propre frère d'Alexandre, qui dirigeait les opérations françaises de Blackwater Europe. Rongé par l'alcool et les remords, il avait accepté de me rencontrer dans un bar miteux de Pigalle. « Votre amie est vivante », m'a-t-il annoncé d'emblée, faisant exploser tous mes repères. Mais elle n'est plus vraiment... elle. Dartois voulait une vengeance raffinée. La tuer aurait été trop simple. Il a préféré l'effacer psychiquement. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme des coups de marteau sur mon crâne. Selon Igor, Claire avait effectivement été enlevée le 15 mars au sortir de son immeuble, droguée et transportée vers la clinique psychiatrique russe qu'Anna Kozlova m'avait décrite. Ils lui ont fait subir une série d'électrochocs et de traitements chimiques qui ont détruit sa mémoire à long terme. Elle ne se souvient plus de qui elle était. La jeune femme de 42 ans qui avait régné sur les salons parisiens était devenue une coquille vide, gardée prisonnière sous l'identité d'une certaine Maria Volkov, patiente volontaire souffrant de troubles dissociatifs graves. Elle passe ses journées à dessiner comme une enfant et ne reconnaît personne, m'a précisé Igor avec un sourire cynique qui m'a donné envie de le frapper. Mais le pire restait à venir. Philippe Dartois visitait régulièrement cette clinique sous prétexte de philanthropie médicale. En réalité, il venait savourer sa vengeance en observant celle qui avait osé le défier, réduite à l'état de légume. Il lui parle parfois, lui rappelle qui elle était, mais elle ne comprend plus rien. C'est sa façon de jouir de sa victoire. J'ai appris également que d'autres patients de cette clinique étaient en réalité des victimes du réseau Dartois. Un journaliste italien qui enquêtait sur ses activités en Sicile, une députée européenne qui s'opposait à ses contrats d'armement, un banquier suisse qui refusait de blanchir son argent sale. Tous malades mentaux, officiellement, tous prisonniers d'un système d'une cruauté inimaginable. Igor m'a également révélé que les autorités françaises étaient parfaitement au courant de l'existence de cette clinique et de ses méthodes. Un accord tacite existait entre Dartois et certains services de l'État. En échange de renseignements sur ses invités, étrangers, ont fermé les yeux sur ces crimes. Claire avait été sacrifiée sur l'autel de la raison d'État. Mes tentatives pour alerter les médias se sont heurtées à un mur de silence. Les journalistes que j'ai contactés ont tous décliné de traiter l'affaire après quelques jours de réflexion. Certains m'ont avoué avoir reçu des conseils de prudence de leur hiérarchie. Le pouvoir de nuisance de Dartois s'étendait jusqu'aux rédactions des plus grands quotidiens français. J'ai finalement décidé de partir pour la Russie avec l'aide d'une organisation humanitaire internationale, dans l'espoir fou de ramener Claire en France. Mais arrivé à Moscou, j'ai appris que la clinique avait mystérieusement brûlé 2 semaines plus tôt, tuant tous ses patients et la plupart du personnel médical. Un accident bien commode pour effacer définitivement toutes les preuves. Aujourd'hui, officiellement, Claire Moncler reste une femme disparue volontairement, probablement partie refaire sa vie sous les tropiques avec l'argent de son divorce. Philippe Dartois continue de régner sur son empire de corruption et de chantage, protégé par un système judiciaire et politique qu'il contrôle entièrement. La vérité sur Claire restera à jamais enfouie sous les décombres fumants d'une clinique russe, comme tant d'autres vérités dérangeantes de notre époque. 6 mois se sont écoulés depuis mes dernières découvertes sur le sort tragique de Claire, et je porte désormais ce secret comme un fardeau qui m'écrase chaque jour un peu plus. Chaque matin, en me réveillant dans mon appartement parisien, je pense à cette femme brillante et courageuse, réduite à l'état de fantôme par la cupidité et la cruauté d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Sa disparition a révélé l'existence d'un monde parallèle où les puissants décident du sort des gêneurs avec une froideur industrielle. Cette histoire pose une question fondamentale sur la nature de notre société. Jusqu'où peuvent aller les privilégiés pour préserver leurs secrets et leur pouvoir ? Claire Moncler n'était pas une simple victime, elle était le symbole de tous ceux qui osent lever le voile sur la corruption des élites. Sa destruction méthodique nous rappelle que la justice n'existe que pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter ou de l'intimider. Bientôt, je vous raconterai l'histoire de Sofia Andreotti, cette comtesse italienne qui enquêtait sur un réseau de trafic d'œuvres d'art impliquant le Vatican et qui a disparu dans des circonstances encore plus mystérieuses. Car derrière chaque fortune se cache toujours un crime, et derrière chaque disparition se dissimule une vérité que certains préféreraient voir enterrée à jamais.